De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Nous sommes le 4 mai 2018 et en ce vendredi, je suis très heureux de vous retrouver. C'est parti pour De quoi je me mêle. Vous savez, toute l'actualité high-tech. Chaque fin de semaine sur rmc.fr en version audio, puis la version vidéo qui vous attend sur 01nettv.com et sur YouTube. Merci d'être là. Au menu, tout à l'heure, Pascal Petitpas, qui, vous le savez, est un expert en nouvelles technologies, nous rejoindra et à l'approche de la Coupe du Monde de foot, nous donnera des conseils pour peut-être, pourquoi pas, s'offrir un vidéoprojecteur. Quelles sont les technologies aujourd'hui ? Vous savez qu'on parle aussi de vidéoprojecteurs à courte focale qui sont carrément collés au mur pour avoir une grande image. Qu'est-ce qu'ils valent ? Est-ce que on peut aussi s'offrir, pourquoi pas, un vidéoprojecteur avec de la 4K ? Quels sont les meilleurs rapports qualité-prix ? Si vous avez envie de transformer votre maison en vraie salle de cinéma, restez avec nous, ce sera tout à l'heure avec Pascal. Donc, je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook de quoi je me mail, le hashtag DQJMM qui vous attend sur Twitter. Merci d'être là et bienvenue. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et on commence par le club de la presse IT. Il était tout seul cette semaine. Il est accompagné ce vendredi. Éric Le Bourlou, bonjour. Bonjour. Vous le savez, rédacteur en chef de chez 01net.com, le cousin de 01net TV. Et puis, à ma droite, c'est Emmanuel Paquette. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Emmanuel qui est journaliste à l'Express. Emmanuel, on va évoquer, et Éric, aujourd'hui, dans un instant Facebook, avec la grande conférence F8, où il y a eu pas mal de nouveautés. Notamment un service de rencontre et même un casque de réalité virtuelle. On va aussi parler de piratage de Windows. Ça peut coûter cher pour certains informaticiens. Eric va nous raconter cette anecdote assez étonnante tout à l'heure. Mais pour débuter, donc forcément, on va parler d'Apple. Apple qui a communiqué donc ses résultats financiers. Et contre toute attente, ils sont très bons. Et l'iPhone 10 marche très très bien, alors que les rumeurs étaient persistantes ces dernières semaines, Eric. Oui. On avait des rumeurs qui circulaient, qui disaient que l'iPhone 10 n'était pas un aussi gros succès que prévu. Finalement, tout le monde s'est trompé. Oui, en fait, Apple réussit encore à faire un bon trimestre. Ils en sont très fiers. Et effectivement, a réussi à vendre plus d'iPhone que l'année dernière. Avec un panier moyen, on va dire, de $720, je crois, ce qui fait qu'il monte. Et du coup, effectivement, on peut dire que l'iPhone 10 n'est pas le flop annoncé. Moi, j'irais pas jusque dire que c'est un carton total, sachant qu'on attendait quand même énormément d'un nouveau design de l'iPhone. Tout le monde s'attendait vraiment à cet iPhone anniversaire des 10 ans, etc., etc. Et finalement, la croissance en volume n'est que de un peu plus de 2%. Je crois que c'est 2,86%, quasiment 3%. Donc, c'est bien. Mais ce n'est pas non plus, l'iPhone 10 n'a pas fait flamber, on va dire. On aurait pu s'attendre à une vraie progression avec un iPhone de rupture comme l'est l'iPhone 10. Exactement. Et c'est une légère progression. Je me souviens quand l'iPhone 6 était sorti, qui était un vrai iPhone de rupture, là, les chiffres avaient explosé. Exactement. Il y avait vraiment aussi un changement de taille d'écran et tout ça et tout ça. Mais le prix n'était pas le même non plus. Voilà. Là, il est quand même extrêmement cher. Mais ceci dit, les résultats d'Apple sont bons quand même. Bon, il y a effectivement l'iPhone qui marche toujours. Il y a l'iPad qui continue de monter et c'est vrai qu'on s'attendait plutôt à avoir des ventes d'iPad qui dégringolaient. Et là, ça fait un an maintenant que les ventes d'iPad continuent à monter. Et surtout, c'est la partie service chez Apple. L'Apple Watch aussi qui marche bien, visiblement. Là, oui. Alors, ils ne donnent pas le détail parce que tout ça, c'est dans une catégorie un peu fourre-tout où ils mettent aussi le HomePod qui a été lancé et qui apparemment, d'après ce qu'on peut en déduire, a plus ou moins pas si mal marché que ça. Mais effectivement, ce qui marche surtout, c'est les services qui ont explosé en un an. Apple fait un chiffre d'affaires de 30% en plus sur les services. Donc, les services, c'est quoi ? C'est notamment iCloud, iTunes Music, etc., etc. Et c'est très important puisque c'est ça qui fidélise, on va dire, aussi une fois qu'on a acheté son matos, qui fidélise le client. Emmanuel, les analystes donc sont plutôt contents alors avec ces chiffres ou pas ? Ils sont plutôt contents, d'autant qu'en plus Apple a annoncé qu'ils allaient verser un super dividende avec le cash qu'ils ont mis de côté. Donc ça, forcément, les actionnaires vont apprécier d'être rémunérés, surtout au moment où justement Trump a voté une exemption fiscale qui fait que l'argent de toutes les grandes sociétés américaines qui est bloqué à l'étranger, s'il est rapatrié aux États-Unis, du coup est très peu taxé. Donc ce qui fait que cette amnistie fiscale, comme on l'appelle aux États-Unis, il y en a déjà une à l'époque de Bush, maintenant elle arrive à l'époque de Trump, permet de rapatrier beaucoup de capitaux de l'étranger vers les États-Unis. Donc de ce point de vue-là, effectivement, les actionnaires vont être contents. Les chiffres montrent que la croissance effectivement continue, donc c'est un autre signal positif.
En revanche, il peut y avoir un petit point noir. On voit aujourd'hui que ça se tend entre les États-Unis et la Chine, puisque aujourd'hui Huawei a décidé de quitter le marché américain, notamment puisque à la veille du lancement de la 5G, au niveau des technologies réseau, les États-Unis ont mis un espèce de veto à ce que les opérateurs télécoms américains s'équipent de Huawei. Et puis sur la partie terminaux, du coup, Best Buy, par exemple, a décidé de déréférencer les terminaux Huawei de leur ligne de distribution. Et du coup, Huawei a décidé de quitter le marché, comme ZTE aujourd'hui, qui est aussi en très mauvaise posture. Donc il est possible que la Chine prenne des mesures de rétorsion, et Apple pourra en être ce dommage collatéral. Alors, surtout qu'apparemment l'iPhone 10 cartonne en Chine. Hein. Je crois qu'il y a eu 20%. Ouais, parce qu'il y a aussi Kantar qui en parlait. Et effectivement, sur la Chine, l'iPhone, donc effectivement, ce serait d'autant plus dommage. Les mesures de rétorsion, ça pourrait être que la Chine interdise à Apple de vendre ses produits en Chine. Alors ça serait peut-être plus souple que ça, c'est-à-dire interdise parce que ZTE ne peut plus produire par exemple des terminaux aux États-Unis si des composants sont fabriqués aux États-Unis. Donc ça veut dire que tous les composants doivent être produits ailleurs qu'aux États-Unis, ce qui est quasiment impossible quand il y a Qualcomm par exemple qui donne des technologies extrêmement importantes aujourd'hui pour les terminaux. Donc c'est tuer de fait le marché américain pour ZTE. La Chine pourrait faire la même chose. Il pourrait dire nous, on veut bien que vous veniez sur le marché chinois, mais à ce moment-là, il ne faut pas de composants américains dans les terminaux. Donc ça va être compliqué pour Apple là du coup. Ça sera peut-être pas une mesure directe contre Apple, mais une mesure indirecte qui touchera Apple. Voilà, puis après la question qu'on peut se poser, est-ce que Tim Cook aimerait rapatrier la fabrication des iPhones aux US, hein, c'est ce que Donald Trump demande depuis pas mal de mois. Est-ce que techniquement c'est possible Enfin voilà, puisque aujourd'hui il y a des mesures fiscales qui incitent en fait Apple à rapatrier son cash aux US. C'est sans doute aussi un deal avec le gouvernement pour essayer d'investir plus sur le territoire américain. Tim Cook avait promis d'ouvrir une ou plusieurs usines aux États-Unis. C'était pour les Mac, je crois. C'était pour les Mac spécifiques, mais pas pour les iPhones, qui demandent en fait une supply chain qui est hallucinante en fait. Et puis le seul à pouvoir aujourd'hui faire du débit entre guillemets, c'est Foxconn, le Taïwanais. Donc, et aujourd'hui, c'est le partenaire privilégié d'Apple. On voit pas comment sur un claquement de doigts, Tim Cook pourrait créer des linéaires comme ça de production avec des coûts équivalents à ceux de Foxconn. Ouais. À suivre tout ça donc. Ouais, j'ajoute d'ailleurs, on parlait de Mac, j'ajoute que dans ces résultats, il y a un point négatif, c'est les Mac qui baissent c'est pas une catastrophe, mais de quasiment 3%, si je ne m'abuse. Et ça, c'est intéressant quand même de voir que le Mac, déjà, qui se vend bien moins que les iPads aujourd'hui, de voir que le Mac ne marche pas si bien que ça. Et effectivement, on attend, on voit que la gamme à Mac chez Apple est un petit peu compliquée et chère. Et on attend là incessamment sans doute des nouveaux produits qui vont sans doute essayer de corriger le tir, notamment moins cher. Un hypothétique MacBook Air avec un écran Retina. Voilà, qui pourrait avoir un tarif plus abordable et qui est donc qui pourrait séduire davantage de clients. Voilà, juste un mot sur l'Apple Watch parce que on a évoqué les bons résultats visiblement de l'Apple Watch qui commencera à décoller en termes de vente. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actu, mais il y a eu deux infos assez étonnantes en matière d'Apple Watch et deux porteurs d'Apple Watch dont la vie a été sauvée par leur Apple Watch. C'est un truc de dingue quand même. Et on voit que l'e-santé est un sujet que Apple va prendre de plus en plus au sérieux. C'est déjà le cas d'ailleurs. Ils n'en parlent pas beaucoup parce que c'est un sujet un petit peu sensible. C'est touchy, oui. Mais il y a une jeune fille de 18 ans qui a été sauvée grâce à son Apple Watch parce que son Apple Watch l'a incité à aller voir un médecin et un cardiologue parce qu'elle avait une fréquence cardiaque qui était, on va dire, étrange. En tout cas anormale. Et effectivement, il s'est avéré qu'elle avait des problèmes rénaux graves et qu'il fallait justement l'opérer pour pouvoir lui sauver la vie. Donc premier truc. Et puis le deuxième, qui est arrivé dans la même semaine, je ne sais pas si c'est un coup de com' d'Apple, mais encore une fois, un utilisateur d'Apple Watch qui a été sauvé parce qu'il était en train de faire une hémorragie. Il avait un ulcère et ça montre à détecter en fait des variations de tension et encore une fois un rythme cardiovasculaire qui était anormal et l'a incité simplement à aller consulter un médecin. Donc est-ce que c'est pas aussi l'un des leviers de croissance futurs d'Apple ? Certainement. L'e-santé. Et là le champ des possibles est ouvert, ça va être énorme. Ouais. On enchaîne avec Facebook. Mark Zuckerberg reprend un peu du poil de la bête.
cette semaine avec la conférence F8. Beaucoup de choses ont été annoncées. Ouais. Eric, avec du hardware, en plus, un casque de réalité virtuelle fabriqué par Oculus. Bon, Oculus appartient. Fabriqué par Oculus, fabriqué par Oculus. Oui. Conçu par Oculus, mais fabriqué par Xiaomi, oui. Par Xiaomi, ouais. En effet. La marque d'ailleurs, il est bien siglé Xiaomi. Hein. Mais c'est pas le premier produit hardware de Facebook, ça, finalement Non, puisqu'ils ont déjà fait l'Oculus Rift. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'ils avaient prévu normalement de lancer à la F8 un autre produit hardware qui est leur assistant vocal. Et ils ont finalement reporté. Après tout ce qui s'est passé, ils se sont dit non, on va pas mettre un espion chez les gens en plus parce que là, ça va très mal passer. Donc là, ils sont contentés de ce casque, oui, qui s'appelle l'Oculus Go et qu'on a testé à la rédaction, qu'on a eu un petit peu en avance. Et qui est un casque autonome. Donc, vous n'avez pas besoin de l'associer à un PC ni de mettre un téléphone dedans, comme avec le Gear VR de Samsung. C'est un casque qui fonctionne sur une base de Snapdragon, une base de, on va dire, de processeur mobile, et qui vous permet donc de profiter de la VR un peu où vous voulez. Donc il est totalement autonome, c'est ce que tu disais. Hein. Oui, il est associé à une petite manette qui vous permet de vous balader et avoir un pointeur en réalité virtuelle pour faire des sélections, pour pouvoir jouer, pour voir effectivement se balader dans les menus. Ça marche d'ailleurs plutôt pas mal. C'est façon Wii, quoi. Voilà. On le voit, sauf qu'on le voit effectivement quand on met le casque. Alors, il y a des jeux, il y a des démos, enfin voilà, c'est tout le tralala de ces... Oui, il y en a, alors d'après ce qu'on nous a dit, il y en aurait un millier de démos, d'expériences de jeu compatibles avec ce casque. Faut bien voir quand même que ce sont des démos assez, j'ai envie de dire limitées, c'est un peu méchant, mais disons que ça reste une plateforme de mobile, donc vous êtes limité par la puissance qui est assez faible de ce casque. Donc ce sont des jeux qui sont plutôt des jeux qu'on a l'habitude de voir sur Android ou sur iOS. Donc il ne faut pas s'attendre à des grands jeux comme on peut le voir en VR avec d'autres casques plus performants. C'est normal, on n'a pas un PC avec une énorme carte graphique derrière. Alors, ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'on se dit, mais pourquoi Facebook lance son casque de réalité virtuelle ? Parce qu'il y a des jeux, il y a des démos, mais il y a aussi Facebook en réalité virtuelle. Oui, il y a une forme de Facebook qui s'appelle Oculus Spaces et qui vous permet en fait de socialiser en VR, tout simplement. C'est-à-dire que vous créez votre petit avatar et puis vous entrez dans une salle dans laquelle vous pouvez afficher des vidéos. Alors au mur, vous pouvez dire, ah tiens, je vais regarder cette vidéo et je vais l'afficher sur ce mur virtuel. Et vous pouvez inviter vos amis. Donc vous pouvez profiter ensemble d'une chambre, d'un salon virtuel. Vous pouvez discuter, vous pouvez... Je peux discuter avec mes amis Facebook, mais cette fois-ci... Par le biais d'avatar en réalité virtuelle. Exactement. On peut aussi jouer à des jeux. Il y a différentes petites expériences comme ça. Mais effectivement, c'est important puisque c'est pour Mark Zuckerberg effectivement l'un des points. C'est pour ça qu'il a acheté Oculus. C'était aussi pour faire du réseau social en réalité virtuelle. Donc effectivement, après il faut que tout le monde ait un casque, tous vos amis aient un casque. Ça reste quelque chose qui est encore quelque chose de niche aujourd'hui, la réalité virtuelle. Ils espèrent qu'avec ça, ils vont pouvoir changer la donne. Ça coûte pas très cher, mais c'est quand même pas donné. Ça coûte à partir de 220 €. Et donc c'est quand même pas rien. C'est vrai que c'est cher, mais finalement, si on compare ça à un Gear VR qui peut coûter très cher, parce qu'il faut avoir le smartphone. Il faut un Galaxy S7, 8, 9. Plus le casque qui coûte 100 €, alors même s'il y a des promos où ils le donnent, ça coûte c'est beaucoup plus élevé. Donc finalement, c'est vrai que c'est cher, mais c'est peut-être un bon rapport qualité-prix si on veut goûter à la réalité virtuelle. D'ailleurs, je vous conseille vraiment d'essayer avant. Par contre, essayez avant parce que tout le monde, il y a toujours ce problème de motion sickness qui ne disparaît pas, qui existe toujours. Le mal de mer, en fait, ça peut donner la nausée, clairement. Moi, ça me donne la nausée. Alors, ça ne fait pas tout le monde, mais faut le savoir. Il faut l'essayer surtout avant de l'acheter. Eric, t'as essayé ça ou pas ? Moi, j'ai pas suivi. Non, Emmanuel. C'est le dating, ça. Tu vois trop de gens. Il faut que j'arrête la réalité virtuelle, en fait. Non, moi, j'ai testé simplement celui de la PlayStation. Mais c'est vrai que c'est différent parce que, effectivement, comme tu le disais, c'est raccordé à une machine qui a une puissance de calcul qui est autrement plus importante que celle d'un casque. Donc, on voit que Facebook a totalement changé son modèle puisque la première version, comme tu le disais, devait être raccordée à un ordinateur très puissant, avec une carte graphique très puissante. Il y avait des fils aussi. Et c'était cher, donc ça faisait quand même beaucoup de freins. C'est beaucoup de contraintes. Aujourd'hui, ils en ont enlevé quand même plusieurs. Donc il n'y a plus besoin de grosses machines, puisque tout est intégré dans le casque.
avec justement des limitations de puissance pour le coup, puisque c'est la contrepartie. Plus de fil, deuxième intérêt. Et puis troisième intérêt, le prix qui a quand même beaucoup baissé par rapport à ce qu'on voyait précédemment. Même si à plus de 200 €, ça reste quand même pas forcément très abordable. Ouais. Mais on voit qu'ils veulent en faire un outil de consommation large, beaucoup plus large que la première version qui était vraiment réservée à des geeks équipés d'ordinateurs avec des grosses cartes graphiques. Vous y croyez-vous à la réalité virtuelle ou pas ? J'ai du mal à y croire en cette version-là pour l'instant. C'est vrai que je trouve que c'est très sympa de le faire pendant une demi-heure sur une session avec un casque avec un gros PC comme on en teste là aujourd'hui. Mais on n'y joue jamais très longtemps. Et c'est pas quelque chose que... Notre corps n'est pas fait pour ça en fait. Au bout d'un moment, on a utilisé la nausée. Oui, et puis tout simplement, c'est un peu comme le fait d'avoir à se couper du monde en un sens et à mettre quelque chose sur la tête. C'est un peu comme, vous vous souvenez, ces lunettes 3D qu'on avait pour les télés. Si ça n'a pas marché, c'est aussi parce qu'on avait un truc à ajouter. Là, je pense que ça pourrait marcher s'il y avait des expériences une killer app, quoi. Quelque chose qui, pour l'instant, je ne l'ai pas vraiment vu. Emmanuel ? On voit quand même qu'il y a d'autres industries justement que celle du jeu vidéo qui commencent à s'emparer de cette technologie. Le cinéma, on a fait une interview récemment avec Marine Karmitz de MK2 qui veut déployer des solutions de réalité virtuelle dans des salles, notamment à Paris. Le Georges V, le Georges V, le futur MK2 Georges V sera équipé en partie. Alors il n'a pas voulu m'en dire plus, mais de casques de réalité virtuelle. Moi, j'ai un de mes collègues qui a assisté, par exemple, à l'arrivée des migrants à la frontière mexicaine. Il était plongé entre les forces de police et les migrants qui essayaient de passer la frontière. Il m'a dit que c'était totalement bluffant. Là. Il était dans la réalité, pour le coup. C'était pas un jeu. Hein. Il avait même eu extrêmement peur, pour le coup. Et puis, il y a une autre expérimentation qu'il avait faite par les médias. Le Guardian, par exemple, a déployé une application de réalité virtuelle dans laquelle, par exemple, vous pouvez aller dans l'Antarctique, voir les effets du réchauffement climatique. Donc là, on est vraiment dans des choses sérieuses, on est moins dans le divertissement. Mais ça peut être aussi une application éventuelle de ce genre de casque. Le Guardian propose aussi, par exemple, de se glisser dans la peau d'un prisonnier en cellule et de voir comment on passe ses journées en cellule. Donc on est enfermé entre quatre murs. C'est vivre l'expérience d'un prisonnier avec des interviews de prisonniers qui expliquent leur quotidien. Voilà, c'est des applications. Il y a plein de choses à faire. On ne sait pas si effectivement ça va prendre auprès du public, mais en tout cas, ça déborde le cadre du simple divertissement. Je pense qu'il y a encore peut-être quelques années à attendre avant que technologiquement, on arrive à avoir le meilleur rapport, on va dire, confort, puissance de calcul. Pour ne pas être obligé d'avoir un gros PC. Exactement, mais ça effectivement, ça avance. Après, moi, je crois beaucoup plus à la réalité mixte. Alors, Microsoft l'appelle réalité mixte, certains l'appellent réalité augmentée. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, CNET, on parlait d'Apple tout à l'heure, CNET révélait, alors je pense que c'est vrai, on peut faire confiance à CNET, révélait qu'Apple travaillait aussi sur un casque comme ça, avec des écrans 8K pour le coup, donc des écrans 8K, c'est une autre résolution que ça, donc qui vous permet de ne plus voir ces pixels que vous voyez à l'écran, et qui serait un casque de réalité virtuelle, mais aussi un casque de réalité augmentée. Et en fait, évidemment, je pense que là, par contre, il y a quelque chose à trouver, et tout le monde y va en vrai. Tout le monde, tous les grands de la tech s'amusent avec la réalité augmentée, et peut-être que des casques hybrides qu'on verra demain, ce sera peut-être ça qu'on aura, peut-être. Emmanuel, la deuxième annonce importante de ce F8, eh bien, c'est Mark Zuckerberg qui a annoncé, alors personne ne s'en doutait, ça a été quand même une sacrée surprise. Hein. Pas du tout en fait. Ah, tu t'en doutais toi? Tu écoute, sentais que ça allait arriver? Ouais, parce qu'il se trouve, alors c'est pas que je suis devin ou quoi que ce soit, hein, il se trouve qu'en 2014, le labo de data science de Facebook a posté quelque chose qui s'appelle la formation de l'amour. Formation of Love. Vous pouvez toujours y aller, hein, et c'est incroyable comment Facebook arrive à déterminer quand vous tombez amoureux avant même que vous le sachiez quasiment. Ce que les data scientists de Facebook ont démontré, et je pense qu'ils vont s'appuyer là-dessus pour leur site de rencontre, c'est que quand vous rencontrez quelqu'un dans la vie réelle, vous avez vous trouvez que la personne vous plaît, ça match. Qu'est-ce que vous faites? Première chose, vous allez sur Facebook voir quel est son profil, quels sont ses centres d'intérêt. Et donc, ce que voit Facebook, c'est que d'un coup, vous qui n'alliez pas du tout sur cette personne qui ne fait pas partie de vos contacts directs. Donc déjà, Facebook se dit, tiens, c'est bizarre. Hein. Puis il va voir que vous revenez une deuxième fois, une troisième fois. Vous commencez à vouloir interagir avec la personne, notamment avec du Messenger. Et donc, ils croisent les données et ils arrivent à voir qu'une liaison, donc une relation commence à naître. C'est franchement hyper intéressant. Je vous conseille vraiment de lire
ce qu'a posté Facebook en 2014, c'était il y a 4 ans. Il voit comment une relation est en train de naître, une relation amoureuse, en fonction des posts, des messages. Et donc, ils peuvent déterminer quand votre statut, entre guillemets, va probablement être modifié de single à en couple. Ou en tout cas, peut-être, ou c'est compliqué, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Donc, c'était pas très étonnant parce que ça fait longtemps que ça circule, ce genre de choses, en se disant, mais quand est-ce qu'ils vont, avec cette donnée-là, ils ont quand même un espèce de trésor entre les mains. Alors, le problème, c'est que ça se heurte avec le scandale aujourd'hui, justement, de vie privée dans lequel essaye de se débattre Facebook. Mais c'était quand même quelque chose d'un peu attendu. Donc, l'actu, c'est que Facebook va lancer un service de rencontre qui sera un petit peu parallèle à son compte Facebook. Oui, malgré tout bien dissocié, d'après ce que j'ai compris. Ouais. En même temps, j'ai envie de dire heureusement, parce Oui. que oui, ce sera un profil à part avec a priori moins d'informations que ce qu'on a sur Facebook. On aura sans doute que son prénom, on aura son âge, on aura sans doute c'est un peu comme sur Tinder qu'on voit là derrière, comment dire, ces centres d'intérêt communs, etc., etc. Mais effectivement, ce sera un profil séparé et non pas, il n'y aura pas marqué sur votre profil Facebook, hey, ça y est, je cherche quelqu'un et n'hésitez pas. Non, ils vont bien faire attention à ça, évidemment. Ouais. Oui, c'est attention pour des raisons de vie privée, je pense, effectivement. Mais je pense qu'il y a 2 autres raisons. La première, c'est que c'est un site de rencontre qui ne va pas s'adresser simplement aux célibataires. Donc, c'est-à-dire que des gens en couple qui veulent aller voir ailleurs, vaut mieux que ça apparaisse pas sur votre fil. Voilà. Donc, c'est pour la confidentialité. Donc, le marché est un peu plus large quand on s'adresse aux non-célibataires. C'est à la maison. Exactement. Donc, je pense qu'il y a une raison quand même économique de séparer les deux. Et une deuxième raison qui est une raison de piratage. Parce que je vous rappelle qu'un des sites qui poussait justement à aller voir ailleurs, qui s'appelait Ashley Madison, a été piraté. Et les pirates ont diffusé les noms des gens. Il y a eu des suicides derrière quand même. C'est horrible. Et donc je pense que Facebook veut faire en sorte aussi que si un jour il y a un piratage de cette base de données-là, aujourd'hui Ashley Madison est quasi moribond. Donc de faire attention aussi aux données privées, spécialement quand on touche à ce genre de choses. C'est sûr. Est-ce que ça sonne le glas des Tinder, des Mythiques, de tous ces sites-là ? C'est difficile à dire, mais en tout cas, effectivement, si je ne m'abuse, ils ont pris une sacrée claque en bourse à la suite de cette annonce. Ce qui est sûr, c'est que vu qu'il y a 2 milliards de personnes sur Facebook, que Facebook a un profiling de chaque personne avec beaucoup de précision, je pense qu'ils ont moyen quand même à la fois, ils ont la masse d'utilisateurs qui est juste. Voilà, il est probable que de toute façon, quoi qu'il arrive, si vous cherchez quelqu'un en France, peut-être que la petite copine ou le petit copain que vous cherchez demain est sur Facebook. Donc ça, déjà, c'est déjà un plus énorme. Mais après, est-ce que effectivement les gens vont être séduits par ça ? Est-ce que vraiment ils vont pas avoir peur du fait que ce soit sur Facebook ? Il va falloir vraiment qu'ils prennent des précautions. Parce que voilà, c'est quand même Facebook, c'est là où on a toute sa famille, tous ses amis proches, etc., etc. Et la rencontre, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus privé. Donc, il va vraiment falloir faire attention à ça. Puis autre point, si je peux ajouter, c'est qu'en fait, le marché de la rencontre est un marché hyper fragmenté. Les leaders dans chaque pays ne sont quasiment pas les mêmes d'un pays à l'autre. Parce qu'il faut savoir que la rencontre en Inde, par exemple, se fait entre personnes de même caste, avec des dots derrière. Il y a quand même un phénomène de dot qui continue de perdurer en Inde. En Chine, il y a un autre problème qui est qu'il y a beaucoup de garçons, peu de femmes, justement, puisqu'on va avec la politique de l'enfant unique, les couples voulaient avoir un garçon, si possible, avant d'avoir une fille, éventuellement. Il y a beaucoup de garçons célibataires qui vont sur les sites de rencontres pour essayer de trouver quelqu'un, puisqu'il y a relativement peu de femmes. Et donc, à chaque fois... Les chinoises doivent être sollicitées, alors. Exactement. Et donc, il y a, par exemple, 2 acteurs viennent de fusionner en Chine. On n'en a quasiment pas entendu parler. C'est une fusion à 700 millions de dollars, quand même. C'est Momo qui a fusionné avec Tantan. Alors, je suis désolé pour les noms. Mais du coup, ça devient le leader du dating en Chine. Et c'est pas un Américain qui est là-bas. Évidemment, en France, on avait Mythique, qui était français, et Match.com. Les Américains ont été obligés d'acheter Mythique, ils n'arrivaient pas à rivaliser. Donc on voit que dans chaque pays, l'amour ou la relation, c'est pas la même chose d'un pays à l'autre. Facebook vont l'aborder de manière mondiale, globalisée d'un coup. C'est pour ça que moi j'ai quelques réserves sur le succès de Facebook. On va voir, mais ça va être intéressant. Ouais. Eric, on termine rapidement avec cette anecdote en fait qui t'a marqué et tu voulais nous en parler. Il s'agit en fait d'un informaticien qui est condamné à de la prison parce qu'il aurait copié sur des CD des versions de Windows
pour après en fait les données en quelque sorte. Les données, alors il voulait les commercialiser à un prix très faible. Ouais. Il voulait, je crois que c'était 50 centimes ou quelque chose comme ça par CD. Oui, ce qu'il a fait en fait, c'est qu'il a été chopé sur Internet une version de Windows. Vous pouvez le faire, n'importe qui peut le faire. Une version de Windows, sans problème. Oui, sans problème. C'est gratuit. Alors c'est là où est le petit hic. Vous pouvez télécharger une version de Windows sans problème pour éventuellement la graver sur un DVD et puis ensuite la mettre sur votre PC pour installer Windows. Le seul problème, c'est que télécharger Windows ne correspond pas à activer Windows, d'avoir la licence de Windows. Pour installer Windows, il faut le CD, mais il faut aussi la clé. Il faut aussi une clé, voilà. Et or, ce qu'il a fait, lui, c'est Eric Lundgren, qui est assez célèbre d'ailleurs. C'est un garçon qui est dans le recyclage de produits informatiques depuis longtemps. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a simplement téléchargé ça, il a mis ça sur des DVD, puis après il s'est dit, il en a fait je ne sais plus combien. Il y a des photos qui disent de lui, et il est sur une pile de DVD de Windows comme ça, et il voulait les revendre à des gens qui font de l'ordinateur de seconde main pour qu'ils puissent simplement installer Windows et filer ce CD à leurs clients. C'est presque un service pratique dans le sens où au lieu que ces gens-là téléchargent Windows, le mettent sur une cleé USB ou le gravent. Exactement. Lui, son idée, c'était de dire les gens ne savent même pas qu'en fait on peut réinstaller Windows. Il y a des gens qui, une fois que leur PC marche plus, disent il ne marche plus, il faut que je le jette. Et donc lui, son idée, c'était de dire non, vous pouvez avoir ou alors on perd son CD, vous savez. Donc avec ce CD, vous pouvez réinstaller Windows. Le problème, c'est que ça n'a pas du tout plu aux douanes américaines. Il a fait ça en Chine. Pour qu'on soit bien précis, il ne vendait pas de clé. Il ne vendait que le logiciel. Pour avoir Windows, il fallait donc acheter une licence. Ou en avoir déjà une. Mais il ne vendait pas la clé. Donc il n'a pas piraté, si vous voulez, Windows. Il a simplement téléchargé le logiciel. Et en fait, ça n'a pas du tout plu aux douanes américaines, parce que ce qu'il faisait, c'est qu'il les faisait en Chine, ces CD, et qu'il les ramenait aux États-Unis, et qu'il a voulu faire un business. Alors c'est là où c'est un petit peu, quand même, un business avec quelqu'un de Floride pour écouler ces CD. Et le problème, ce qu'il a fait, c'est sur ces CD, il a voulu les faire passer pour des CD originaux d'une marque d'informatique comme Dell ou voire Microsoft. Donc il a mis un logo Dell sur son CD, ce qui n'est pas, c'était effectivement délit. Le problème, c'est que les juges ont quand même considéré qu'il vendait une licence de Windows, alors que non, il ne vend pas une licence. Ce n'est pas une copie piratée de Windows. C'est juste un Windows qui ne marche que si on a une clé valide d'activation de Windows. Mais ça montre bien en fait, et d'ailleurs beaucoup de gens ne le savent pas, c'est pas parce que vous avez un CD d'un logiciel que vous avez le droit d'utiliser ce logiciel, et que la plupart des logiciels, ça fonctionne simplement, vous cliquez sur une case quand vous installez le logiciel en disant vous acceptez notre licence, et c'est une licence d'utilisation, mais ça ne vous appartient pas. C'est tout l'objet de cette plainte qui est passionnante, parce qu'en fait il n'y a pas que Windows. Quand vous utilisez un jeu sur Steam, que vous avez 400 jeux sur Steam comme moi par exemple, ces jeux ne vous appartiennent pas. On vous donne une licence pour l'utiliser, mais ce n'est pas votre jeu. Et c'est marrant de voir que effectivement des juges ont pu se faire un petit peu retourner le cerveau, notamment par Microsoft. Microsoft considère bien que c'est du piratage, alors qu'en fait, il n'y a pas piratage concrètement. Donc cette affaire est intéressante. Alors là, il va être condamné à plusieurs mois de prison. Il va quand même aller 15 mois en prison, ce garçon, pour ça. Il avait aussi payé une forte amende. Pourquoi ? Parce que Microsoft a considéré que pour chaque CD vendu qu'il avait voulu écouler, il lui devait une certaine quantité d'argent. Et en l'occurrence, $25, puisque c'est le prix que Microsoft fait payer aux revendeurs informatiques qui font la même pratique, en fait. Voilà. Manuel, ça te fait réagir, ça ? En fait, c'est tout le modèle un peu du freemium. C'est-à-dire on donne quelque chose gratuitement pour toucher un maximum de gens. Et puis après, on estime que si quelqu'un veut avoir la pleine possession du service, il faut qu'il paye. Mais si on devient que free et plus mium, entre guillemets, le modèle économique, il tombe à l'eau, effectivement. Même si on pourrait arguer aussi que ça peut aider d'une certaine manière Microsoft, puisque ça peut élargir aussi le nombre d'utilisateurs de Windows en version dite gratuite de base, et que s'il faut l'activer à distance, ça profitera de toute façon à Microsoft. Mais si cette logique-là est cassée, imaginez tous les jeux freemium qui existent, tous les modèles freemium de la presse qui existent. On pourrait très bien dire tiens, je m'appelle Libération, je vais distribuer quand même les contenus du Monde, mais ceux qui sont gratuits seulement. En revanche, dès que vous voulez payer les contenus du Monde, on vous renvoie sur le site du Monde. Ouais. Je pense que le Monde serait pas d'accord non plus. Ouais, sauf qu'effectivement, là, en fait, moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est de montrer que vous pouvez télécharger ce que vous voulez depuis le site de Microsoft, mais simplement,
ce n'est pas votre logiciel. Messieurs, merci. Merci. Eric Le Bourleau Merci. et merci Emmanuel Paquette de l'Express. Voilà quelques-uns de ces titres d'actualité que vous pouvez retrouver sur zeronet.com et j'imagine aussi sur l'Express en version web. Vous restez avec nous, la suite de ce De quoi je me mêle avec un spécial vidéo projection à l'approche de la Coupe du Monde. On va essayer de vous donner un maximum de conseils pour bien choisir, pourquoi pas, votre future salle de cinéma. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.